pouvez lancer la deuxième vidéo. Il prend sur la tête, quand la personne tombe, il marche dessus et continue. Après, comme beaucoup de gens sont sortis, parce qu'elles ne peuvent pas courir, elles étaient bloquées dans l'enceinte, au fond du stade. Alors, ils ont profité, ils les ont déshabillés, arraché leurs habits, les mettre nus, et il y en a qui ont été violés là-bas. J'ai vu des filles revenir ensanglantées, blessées, nus, soit avec une serviette ou d'un pan déchiré, en larmes, les yeux rouges, en pleurant. C'était vraiment triste. J'ai ramené une, elle me dit que le militaire a pris le fusil et il a injecté ça dans le fesses. Comment on peut appeler ça? Vraiment, elles ont été maltraitées bestialement. C'est la première fois que je vois ça. Il y en a qui ne pouvaient même plus parler. On les voyait nus, on était obligé de leur trouver des habits. C'est la honte, les humiliations. On leur arrache, on déchire leurs habits avec des injures. Ils les insultaient. Ils disent, regardez, vous là, qu'est-ce que vous cherchez ici? Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est vous qui nous empêchez de faire ce qu'on veut dans ce pays. J'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche des militaires. Elle est assise, baisse la voix et cherche ses mots. Chaque souvenir est une épreuve. Un soldat est venu me prendre, me mettre sur le sol. J'ai vu un soldat qui avait un couteau. Il a déchiré tous mes habits, me mettre à nu. Après, il m'a frappé, il m'a frappé, il m'a frappé. Les coups et les injures, mais aussi le viol. Cette autre victime se souvient d'un moment de panique quand les militaires ont tiré. Elle revoit l'image d'un premier homme en uniforme qui la frappe et d'un deuxième qu'elle croise dans sa fuite. Il y a un autre militaire qui avait le collier sur sa tête, m'a pris, il m'a déshabillé, violé, il m'a frappé tout mon corps. Donc, je ne peux pas expliquer. Ce que je sais, on m'a violé, on m'a frappé. L'horreur dans le stade du 28 septembre. Ce garçon a fui le massacre jusqu'à se retrouver à un endroit où des militaires agressaient les femmes. Je courais parce que j'ai fait tout pour me sortir. Je me suis plongé là où on joue les baskets là. J'ai ouvert la porte là, j'ai vu ça. Ils violaient dans les salles. Moi, j'ai trouvé plus de 5 filles violées là-bas. Les bérets rouges, selon plusieurs témoins, sont allés jusqu'à introduire leurs armes dans le sexe des femmes. Il y avait 3 militaires qui ont attrapé une femme là-bas. Il est en train de pleurer. Ils ont dit que comme vous n'êtes pas vos dadis, on va le tuer. Ils ont fait rentrer le fusil dedans. Ils ont fait rentrer même dans son sexe, ils ont tiré. Maintenant, il y avait une femme qui était à côté. Ils ont pris la femme, ils ont écarté les pieds de la femme là. Ils ont pris le fusil, ils ont fait rentrer sur la femme. Un tel déchaînement de violence laisse les Guinéens abasourdis. Jamais on n'avait à ce point maltraité le corps des femmes. Une trentaine de victimes de viol se sont déjà manifestées auprès de l'OGDH et vont se constituer en association pour aller en justice. Tierno Madjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Qu'il y ait un viol en public par un nombre si important de militaires, c'est la première fois. Il y a une qui avait eu le malheur d'avoir été violée et mutilée, on peut dire. Elle vient de mourir il y a 2 jours. Il y a des filles qui sont devenues folles, il y a au moins 3. C'est atroce. Interrogé sur ces témoignages, le ministre de la Santé, le médecin-colonel Chérif Abdoulaye Diaby, affirme qu'aucun cas n'a été recensé pour l'instant auprès des hôpitaux et qu'il est donc difficile pour lui de se prononcer sur la gravité des faits. Je ne crois pas qu'il...
Le camp Alpha Yaya Diallo. Depuis 9 mois, cette caserne militaire est le siège du pouvoir en Guinée-Conakry. C'est d'ici que la junte et son chef, le capitaine Dadis, dirigent le pays. Venez, entrez, vous êtes dans la chambre de monsieur le président de la République. Ah, c'est vos amis. Ah ouais, c'est chez moi ici. La scène est surréaliste. Il est 18h ce dimanche. Le capitaine Dadis se repose après une de ses nombreuses nuits blanches. Le chef de la junte a décidé de rester dans son lit pour nous recevoir. La presse internationale permet aujourd'hui de connaître exactement cet homme. Le plus grand trésor d'un homme, c'est l'éducation. C'est grâce à cet homme que je suis ce que je suis. Un père, pas intellectuel, analphabète, mais un père modeste, honnête, cet homme. Et vous avez ma vieille, ma pauvre vieille, elle est encore là. Elle a ses 100 ans. Mon petit garçon, ma fille. Sa fille, qui vient tout juste de passer le bac, est l'une de ses proches conseillères. Parce que je l'aurais éduqué. Bon, nous on lui a toujours dit, papa, le pouvoir c'est Dieu qui donne. Il reste toujours derrière le peuple. Tout ce que le peuple va dire, c'est ce que vous allez faire. Si le peuple vous dit, présentez-vous, vous allez vous présenter. Et s'il dit non, pas forcé. Le pouvoir, ce n'est rien comme vous l'avez toujours fait. L'argent, le matériel, ça vous intéresse pas. Donc, nous, on le connaît comme ça. Lors de son putsch en décembre dernier, le capitaine s'était engagé à ne pas être candidat à la présidentielle. Depuis, il hésite. La Guinée deviendra un État démocratique parce que les hommes sont partants. C'est ce qui reste, la pensée positive. La nation reste. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai besoin du moral de la population. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. Le chef de la junte fait une apparition dans l'antichambre en toute décontraction. Voilà, donc c'est ça. Cette pièce, si proche du pouvoir, ne désemplit jamais. S'y côtoient des courtisanes, des ministres en uniforme ou de simples citoyens en attente d'une audience. Et ce sont les bérets rouges de la garde présidentielle qui sont les gardiens du temple. Les bérets rouges, la garde rapprochée du chef de l'État, l'accompagnent dans tous ses déplacements. Ces soldats, lourdement armés, sont très craints par la population qui les accuse entre autres d'avoir tiré dans la foule le 28 septembre. Ces bérets rouges seraient environ 1 millier, totalement acquis au capitaine Dadis, qu'ils appellent le père. Le père, il a raison. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Et nous, on ne peut rien dire au contraire de ce qu'il a dit. En tout cas, tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Dans cette armée règne la loi du plus fort. Par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, donc on ne connaît rien, si ce n'est pas ça, nous, tout problème, c'est l'arme. Est-ce que vous avez vu? Faire quoi ça? Expliquez-moi, j'ai pas très bien compris. J'ai dit, par exemple, si son Excellence vous a dit qu'il n'y a pas de discipline dans l'armée, bon, peut-être d'une part, par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, là, on n'écoute pas. Bref, des soldats qui se sentent au-dessus des lois et ne craignent pas les sanctions. La fête de l'indépendance, 4 jours après le massacre, au stade de Conakry. À force d'accusations, le chef des armées a dû reconnaître que certains soldats ont tiré à balles réelles, mais il plaide non coupable. En guise d'excuse, il évoque l'indiscipline dans l'armée. J'ai hérité d'une situation extrêmement difficile. Situation difficile par rapport à quoi? Derrière Dadis, son aide de camp, présent lors de la tuerie dans le stade. Qu'on me donne le temps pour restructurer, pour faire une refonte, pour donner le droit aux militaires afin qu'ils puissent rester dans la caserne. Il y a le ministre de la Défense. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire, la construction des camps. Lorsque le militaire est logé, avec sa famille, avec tous les traitements, les armes sont incorporées. Je crois que c'est l'une des conditions pour une meilleure élection.
Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le président. Pendant que le président reste au plus près de son armée, à l'autre bout de la ville, sur l'esplanade de la Grande Mosquée, des camions apportent les corps des victimes de la tuerie du stade. Leurs proches sont venus en masse pour les identifier et récupérer leurs dépouilles. Certains parents errent entre les tentes avec une photo de disparus à la main. Seuls 58 corps sont présentés alors que le bilan des ONG fait état de plus de 150 victimes. Moi, je ne retrouve personne parmi ces deux-là. Même moi, j'ai perdu mon petit. Mamadou Mika Diallo. Depuis lundi passé, je n'ai pas vu le petit. Vous ne le trouvez pas? Jusqu'à présent, on n'a pas le trouvé. Moi aussi, j'ai perdu deux de mes amis, un Amadouri, Barid. On était ensemble ce jour-là, de 8h à 11h. J'ai perdu 2 personnes. Il y a mon beau-frère, lui, il a eu des témoignages qui certifient qu'il a été fusillé au niveau du stade là-bas. Il y a eu plusieurs témoignages qui certifient qu'il est fusillé. Il y a mon frère, lui, je l'ai perdu depuis le lundi, on ne l'a pas revu. Et il n'est pas là, on ne peut pas retrouver des corps ici. Tous ceux qui ont été fusillés, ils les ont enterrés. Tous ceux qui ont été fusillés, ils les ont enterrés. Ils ont pris des cadavres au niveau des autres hôpitaux et les ont amenés ici. Tous ceux qui ont été fusillés ont été enterrés ailleurs. Il y a eu des témoignages pour ça, madame. On ne va pas voir quelque chose ici. Impossible de vérifier si les militaires ont effectivement fait disparaître des cadavres. En tout cas, la foule en est persuadée et la tension monte. Très vite, des jeunes s'en prennent aux forces de l'ordre. Jet de pierre d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre, mais pas de tir ce jour-là. En une demi-heure, en pleine prière du vendredi, tous les fidèles de la mosquée sont évacués. Un symbole est touché, et là encore, la foule accuse la junte. Dans un hôtel de la ville, le capitaine Dadis continue de clamer son innocence. Il est devenu la cible de la communauté internationale et pour se défendre, il fustige l'opposition. Ils n'ont plus d'armes, parce que ce grand mouvement a été un mouvement machiavélique. Ce jour-là, il invite quelques journalistes étrangers à déjeuner pour les convaincre qu'il est le seul à pouvoir sauver le pays en canalisant l'armée. Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni... Je dis même nous, on a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Pour son entourage, seul le capitaine Dadis peut garantir la paix dans le pays. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui suivent, il sera renversé par un autre militaire. Parce que personne ne peut gérer ces militaires. Donc c'est pas un dictateur? Non. Le président Dadis, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Si l'armée s'est fédérée pour la choisir en tant que le premier responsable, en tant que le premier responsable du pays, c'est parce qu'on sait qu'il est d'une grande bonté. Il est d'une très grande générosité. Ça, c'est tout à fait normal pour lui. Et il ne peut même pas faire du mal à une seule mouche. Et la stratégie de séduction de la presse se poursuit dans la nuit avec le cortège présidentiel. À mesure que celui-ci traverse la ville, la foule afflue, attirée aussi par les lumières des caméras et les flashs des appareils photo. Une manifestation en apparence tout à fait spontanée, mais à Conakry, la spontanéité est souvent encouragée à coups de billets de banque. Un peu plus loin, le conseiller spécial du président tente de rassurer un ami au téléphone. On vient de le prévenir qu'il risque de figurer sur une liste de personnes sanctionnées par la France. Moulga rébellion en Côte d'Ivoire où il y avait plus de 4000 morts, eux ils se promènent pour aller en France, ils vont partout où ils veulent. Ils vont aux États-Unis, ils vont partout. Tu comprends, non? Donc nous, on a des arguments, ne t'en fais même pas. Nous avons pris le pouvoir. En 8 mois, la France commence à sortir les griffes contre nous, pour chercher à nous déstabiliser. Vous voyez? Alors que pour pouvoir donner une démocratie réelle à un pays, il faut que le pays soit doté de tous les instruments légaux. Vous savez, ce genre de situation arrive souvent dans plusieurs pays du monde. Et ça arrive, bon. Vous savez, c'est une technique que les gens connaissent. Et je peux même dire que c'est une technique de la France.
La France est douée dans la stratégie de déstabilisation des pays africains. Retour au cœur du convoi, où des partisans du capitaine ont entendu parler de l'envoi possible d'une force d'interposition internationale. La population guinéenne vous supporte jusqu'à nous la mort. Au volant de sa voiture, le capitaine tente de donner l'image d'un homme proche du peuple. Cette foule est hystérique et Dadis veut croire qu'elle est son meilleur rempart. On va faire l'affaire de ce pays. On va faire l'affaire de ce pays. Ça c'est maintenant l'interposition. Au lieu que la force d'interposition arrive, c'est maintenant ce peuple-là qui va s'interposer. Le destin, c'est phénoménal. Voilà. Ils sont en train de défier les leaders, les faux leaders, des apatrides qui veulent tarir mon image en Occident. Des partisans scandent des slogans contre la tenue des élections. Voilà. Des slogans encouragés à ce moment-là par un béret rouge de la garde présidentielle. Avant l'élection, nous on veut Dadis. Salut, il est patriote en Guinée. Avant l'élection, il faut jamais écouter les zombies. Non, mais moi je vais aux élections. Pour légitimer celui qui sera président. Peut-être un autre. Pas moi. Pris dans l'ivresse du pouvoir, le chef de la junte risque de mener son pays à la tragédie et peut-être à un nouveau bain de sang. Bon, le quatrième élément, c'est un audio, mais il ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si c'est la clé ou... le reportage Amadou Diallo et BBC. Oui. Je ne sais pas si vous avez une copie. S'il y a une copie. Okay. Peut-être nous demanderons une petite suspension pour que j'utilise mon ordinateur parce qu'il s'ouvre ici. Oui, c'est possible. Ok. Oui, parce que c'est l'audio là. Ouais. Donc on va copier. Soit on le copie sur la clé. Attends, est-ce qu'on peut brancher sur mon ordinateur? Oui, oui. Dadis et un groupe de militaires s'emparent du pouvoir. Le 28 septembre dernier, des opposants sont... Pendant toute l'année 2009, la Guinée a occupé la une de l'actualité. À la fin de l'année 2008, précisément le 22 décembre, le général Lansana Conté meurt de maladie. Dans les heures qui suivent, le capitaine Dadis et un groupe de militaires s'emparent du pouvoir. Le 28 septembre dernier, des opposants sont massacrés au stade de Côte.
Conakry, la suite, c'est les deux. Bon, c'est la fin de l'élément. Oui, c'est les 4 éléments qui étaient sur la clé. Voilà, je disais c'était la clé de Maître Pépé Antoine de la... Il y a juste un élément dedans. Peuple de Guinée, peuple du 28 septembre, notre pays, suite à des manifestations politiques non autorisées, vient de perdre certains de ses fils et filles innocents. D'autres ont été blessés. Des édifices publics et privés ont été vandalisés par des loupards et autres éléments incontrôlés. Ces agissements sont d'autant plus graves qu'ils se sont produits un 28 septembre, date du nom historique de la Guinée, un nom qui a conduit notre pays, la Guinée, à la souveraineté nationale. Au nom du CNDD, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, je m'incline pieusement devant la mémoire de ces innocentes victimes de ces actes regrettables et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement, par ma voix, s'engage à venir au secours des familles éplorées et mettra tout en œuvre pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques qui ont de nature à menacer la quiétude sociale chère à notre peuple croyant. Au nom du CNDD, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, je m'incline pieusement devant la mémoire des innocentes victimes de ces actes regrettables et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement, par ma voix, s'engage à venir au secours des familles éplorées et mettra tout en œuvre pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques qui sont de nature à menacer la quiétude sociale chère à notre peuple croyant. Au nom du CNDD et du gouvernement, j'adresse les condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je déclare par la même occasion les journées du mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009, journée de deuil national. Je lance un appel à toutes les couches sociales du pays afin que la raison triomphe et que les positions partisanes soient mises de côté dans un esprit patriotique
de tolérance réciproque. Aussi, tout regroupement de quelque bord ou nature que ce soit à caractère subversif est interdit jusqu'à nouvel ordre. Les services de sécurité sont invités à poursuivre et multiplier leur travail de protection des populations sans discrimination aucune. J'invite toutes les autorités religieuses, les leaders d'opinion, les responsables de partis politiques, les organisations de la société civile, les masses médias à s'abstenir de propos et actes de nature à troubler l'ordre public et à ébranler le fondement de la nation guinéenne. Les fauteurs de troubles et leurs commanditaires seront sévèrement punis. Le CNDD sait compter sur la maturité de notre peuple qui a toujours su triompher de tous les défis au cours de sa longue marche vers le progrès. Ce peuple que nos chefs religieux, musulmans et chrétiens invitent respectivement le vendredi et dimanche prochain à une journée nationale de prière et de recueillement en la mémoire des victimes et pour manifester notre solidarité à l'endroit de leurs familles. Vive la République, que Dieu bénisse la Guinée. Le chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, sensible et très touché par ces événements tragiques, a fait le déplacement ce soir. Le chef de l'État s'est rendu au chevet des malades hospitalisés au CHU de Donka pour leur apporter son soutien moral. Le chef de l'État était en compagnie des membres du CNDD et du gouvernement. Suivez. C'est le cœur serré et la mort dans l'âme que le chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, s'est rendu au CHU de Donka cet après-midi. Objectif, serrer la main aux blessés de la manifestation du 28 septembre organisée par certains leaders de la classe politique. En compagnie du ministre de la Défense nationale, le général Sikouba Konaté, des membres du CNDD et du gouvernement, le président Dadis est venu réconforter ses blessés qui regrettent ce qui s'est passé. Il demande l'aide des autorités. Je suis très content aujourd'hui, je vous dis. Parce que je sais, le président Dadis, ils ne vont pas faire ça. Ça, je sais. Je suis très content. J'ai confiance en lui. Il aime les Guinéens. Il nous aime. Il nous aime. Quand je le vois dans le télé, il parle. J'ai envie de le voir. Bon, aujourd'hui, j'ai eu le chance. Je suis très courageux, je suis très content. Les gens vont nous diviser, on ne va pas accepter. Ça, je sais. Ils vont nous diviser. Ils disaient que les militaires ne aiment pas les civils ne aiment pas les militaires. C'est faux. Quel est le militaire qui n'a pas les civils dans leur maison? Ça m'a beaucoup soulagé le fait que le président m'a rendu une visite ici à l'hôpital, à côté de mon enfant. Aujourd'hui, on n'est pas bon dans le pays. Sur le bilan... C'est la fin de l'élément. C'était le seul. Oui, c'est le seul qui est dans la clé. Je pense qu'on va être d'accord sur quelque chose. Il y a beaucoup de clés qui avaient été communiquées au tribunal par les différentes parties. Et beaucoup de ces clés étaient déjà transcrites. Et beaucoup avaient même fait l'objet de débats parce qu'il y a eu des questions qui avaient été posées sur beaucoup de trucs. Donc, on ne va pas se mettre à chercher toutes ces clés pour venir les projeter ici. Parce qu'il y a eu déjà des débats sur beaucoup de clés. Tout ce qui avait été produit au cours des débats, il y a eu déjà des débats sur ça, des questions avaient été posées. Et voilà, cette étape, c'était pour projeter les clés ou les CD qui sont venus avec le dossier. Et les parties ont produit au même moment deux clés. Donc, ce sont ces deux clés-là
qu'on vient de finir la projection. Donc, pour le moment, on ne va pas se mettre à chercher des clés. Toutes les clés qui sont au dossier, on ne peut pas les rechercher pour venir les projeter. Qu'on soit d'accord sur ça. Donc, on a pratiquement fini avec la projection et, des CD qui étaient produits au dossier. Je pense qu'on n'a pas fini encore. Technicien, est-ce qu'on a fini de... Les clés, est-ce qu'on a fini de les copier sur les nouvelles clés pour les remettre aux parties, à toutes les parties? Oui, ils sont en train de le faire. Je pense que ça sera disponible d'ici ce soir. D'ici ce soir? Oui. Voilà, parce que le tribunal voulait que toutes les parties rentrent en possession de ces clés aujourd'hui. Ok. D'ici 17 heures. D'ici 17 heures. D'accord. Bon. De toute façon, si le tribunal n'est pas là, nous sommes au siège au tribunal de première instance de Dixine. Donc toutes les parties peuvent passer pour chercher les clés au niveau du greffe. Partie civile comme défense, tout le monde peut passer au niveau du greffe pour récupérer. Tous les avocats peuvent avoir individuellement une clé, chacun. Voilà. Donc celui qui ne vient pas chercher sa clé ne dira pas après que c'est le tribunal qui a refusé de lui donner la clé. Comme ça, toutes les parties, y compris le ministère public. Et donc, le lundi prochain, on va donner la latitude à toutes les parties qui voudront peut-être faire des observations sur les vidéos et les audios qu'elles auront écoutés ou visionnés. À défaut de cela, on passera à une autre étape. Donc on va renvoyer cette affaire au lundi prochain qui sera... Le tribunal renvoie cette affaire au 4 mars 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.